Bonjour, c'est Profilage sur BTLV, l'émission qui s'intéresse à la philosophie de ses invités. Pour ce premier numéro, je reçois l'animateur et producteur Pascal Bataille. Pascal, bonjour. Bonjour Mathias. Merci d'être là pour ce premier numéro. On va commencer avec l'interview socratique. L'interview socratique va dresser ton portrait philosophique et on va commencer avec une question fondamentale de la philosophie, la question de l'identité, question brûlante aujourd'hui. Je vais y aller brut de décoffrage. Qui es-tu, Pascal? Comment te définis-tu? Écoute, c'est évidemment la question après laquelle on court toute sa vie. Qui suis-je? Moi, j'ai tendance à dire que je suis quelqu'un qui doute, un homme qui cherche. J'essaie d'être curieux, éclectique et j'essaie aussi de mettre dans ma vie le maximum de bienveillance. Voilà. Après qui je suis, ce que je fais, si tu veux, j'essaie de traduire dans ce que je fais un peu de qui je suis. Mais voilà, je suis. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus étrangement, plus je doute. Alors, Socrate a inauguré un peu cette question avec le « connais-toi toi-même ». Est-ce que c'est difficile de se connaître soi-même? Est-ce que tu as mis du temps à savoir qui tu es, à te trouver en quelque sorte? Oui, et je ne peux pas dire que cette tâche soit vraiment achevée. J'ai l'impression que c'est toujours work in progress, tu vois. Et oui, je suis passé par plein d'étapes. J'ai fait des psychothérapies, j'avais un père psychanalyste, donc évidemment j'ai baigné dans cet univers-là aussi, qui est une façon de se chercher, de se trouver. Je pratique pas mal l'introspection, mais je n'ai pas le sentiment vraiment d'être encore arrivé à faire le tour de la question « Qui es-tu, Pascal Bataille ?» Je pense qu'encore aujourd'hui, à 57 ans, j'évolue, je continue de bouger, tu vois, et de ne pas être tout à fait le même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, ou même que l'an dernier. Avoir un père psychanalyste et faire soi-même un chemin analytique, ça aide ou c'est compliqué à assumer? Alors, le père psychanalyste, c'est pas toujours facile à assumer. Il a fallu tuer le père. Et en même temps, je lui dois énormément de ce que je suis, ou en tout cas de ce que je sais, parce qu'il m'a, tout jeune, ouvert à tout un tas d'univers littéraires, philosophiques, évidemment, l'analyse, la peinture, la musique, etc. C'était un homme d'une profonde culture et d'une grande curiosité. Et à la fois, évidemment, c'est difficile à assumer d'avoir un père qui... tu sais jamais si c'est l'analyste ou le père qui est en face de toi. Bon, il a disparu depuis une petite vingtaine d'années. Et donc, j'ai continué mon chemin seul. Après, faire soi-même ce parcours d'analyse, je pense que... C'est un parcours que tu as initié parce que ça n'allait pas bien ou parce que tu avais envie justement de te connaître? Un peu des deux. Ça m'intéressait, et c'est une science qui, de toute façon, m'intriguait et me captivait en même temps. Et puis, en même temps, jeune, j'ai eu comme beaucoup de jeunes adultes ou d'adolescents, des périodes de mal-être ou de recherche de moi-même, et ça m'a conduit sur ces chemins-là que j'ai laissé ensuite pour d'autres, mais c'est très intéressant, je trouve, comme démarche, y compris dans ce que ça t'apprend de toi-même, dans ce que tu ne dis pas à l'analyse. Je me suis rendu compte que dans ce parcours analytique, par exemple, que souvent le non-dit, dont tu es conscient évidemment, est beaucoup plus important que le dit. Alors justement, j'avais prévu de te poser la question, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Pas forcément d'ailleurs sur le divan. Hein. Est-ce que tu disais que tu doutais beaucoup? Est-ce que quand tu dis que tu doutes beaucoup de toi? Ou en général, est-ce que c'est entre guillemets une philosophie de vie? Et est-ce que tu as appris des choses sur toi-même? Alors je doute pas, heureusement pas que de moi, mais je doute souvent de moi quand même si la vie m'a permis de consolider certains acquis et certaines convictions aussi de ce que je peux faire et de ce que je peux pas faire. Je connais mieux aujourd'hui, à 50 ans passés, qu'évidemment il y a 20 ans, mes compétences, mes talents et mes lacunes et mes carences. Mais c'est une philosophie de vie aussi, le doute, non pas dans
dans un côté paranoïaque où, par exemple, j'ai plutôt confiance dans les gens. J'aime les gens. Mais le doute, c'est plus une façon de procéder en termes de recherche d'idées, par rapport aux théories, par rapport aux idées en général. Voilà, j'ai appris, et mon éducation chez les jésuites aussi, étrangement, cette éducation religieuse un peu particulière que te donnent les jésuites, qui sont les intellectuels de la religion, m'ont beaucoup conduit sur ces chemins-là. La lecture de Descartes, bien évidemment aussi, de Socrate et les études de philo que j'ai faites. On va en parler dans un instant. Mais oui, c'est une façon d'aborder la vie. Et aujourd'hui, où on est quand même dans une sorte d'omniprésence du prêt-à-penser et du politiquement correct, je pense que c'est une vertu précieuse. Alors, tu es un homme de médias. Oui. On parle de l'identité. Est-ce que ton image correspond à ce que tu es? Ou est-ce qu'il y a parfois il y a eu des décalages, ou il y a des décalages? Est-ce que tu es raccord avec ton image? Je ne suis pas du tout raccord avec mon image, et en même temps, paradoxalement, cette image, c'est aussi évidemment une partie de moi. Ouais. Mais j'ai la prétention de dire qu'elle ne me résume pas. Ouais. Quand bien tu au dis que tu n'es contraire. pas raccord avec ton image, tu veux alors, si on parle de l'image médiatique, j'ai une image évidemment d'animateur et de producteur de télévision très populaire, très grand public. C'est quelque chose que j'ai non seulement assumé, mais que je revendique et que j'ai choisi. Personne ne m'a jamais mis un pistolet sur la tempe pour aller présenter des émissions sur TF1 ou produire la méthode Coé avec cet Oliverius ô combien talentueux, mais pas toujours d'une grande culture et d'une grande richesse intellectuelle dans ce qu'il propose aux téléspectateurs. Tout ça, non seulement je l'ai assumé, mais encore une fois, je l'ai choisi parce que je pense que le divertissement, ça n'a rien de péjoratif et ça n'est pas sale. Mais en revanche, ça n'est qu'une petite partie de l'iceberg de bataille, si tu veux, et de mes centres d'intérêt et de ce que je suis. On a un peu, malheureusement, en France, si on s'attarde 30 secondes là-dessus, cette tendance à vouloir ranger à tout prix les gens dans des tiroirs et à leur coller une casquette sur la tête une fois pour toutes, dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, je me souviens toujours de cette discussion avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Michel Field, qui est un type d'une grande intelligence, d'une grande culture, philosophe également. Michel qui me disait, il y a longtemps de ça, qu'il aurait adoré présenter, je crois, l'île de la Tentation, parce que ce côté pervers, dans le bon sens du terme, qu'il a, etc., ça l'amusait beaucoup, cette émission, ça l'intéressait beaucoup. Mais bon, quand t'es présentateur d'émissions de journaux ou de magazines. T'es rangé dans des cases, en fait. Hein. Voilà, si tu fais ça, c'est fini. Ouais. Et à l'inverse, quand tu présentes, il n'y a pas photo, il n'y a que la vérité qui compte, etc. Et que, par ailleurs, tu dis, mais vous savez, moi, je lis 2-3 bouquins par semaine, je suis passionné d'art contemporain, j'adore la musique baroque, j'aimerais bien aussi faire un truc dans un de ces domaines. Ça devient impossible tout de suite parce que, justement, l'image n'est plus compatible. Bon. Donc, j'ai pu en souffrir parfois, professionnellement et parfois un peu humainement. T'as lutté contre ça? T'as essayé de décloisonner? Un peu, mais avec plus de succès dans ma vie privée et dans mes choix de vie que dans ma vie professionnelle, pour être honnête. Une identité, ça s'incarne souvent dans des valeurs. Est-ce qu'on peut donner les tiennes? Qu'est-ce que tu donnerais comme valeur si on devait parler des valeurs de Pascal Bataille? La tolérance, la bienveillance, le goût de la liberté, en tout cas de se battre pour la liberté, qui est une valeur qui me semble de plus en plus battue en brèche aujourd'hui. Pourquoi? Pour 1000 raisons. Je pense qu'elle est attaquée aujourd'hui à la fois par des gens qui ont des bonnes intentions, très certainement, mais il y a une chose, par exemple, qui est terrible pour moi, que je pense terrible pour notre société, pour les citoyens, pour l'homme en général, c'est le principe de précaution, par exemple. Pour moi, c'est un principe éminemment liberticide. Et puis, elle est attaquée aussi, bien évidemment, à cause de l'insécurité ambiante,
qu'elle soit due au terrorisme ou à la délinquance croissante que certains peuvent ressentir. Et donc, effectivement, de plus en plus, la sécurité et la liberté se trouvent antagonistes, en conflit. Et le choix, on le voit, est très clairement fait vers la sécurité, on privilégie la sécurité de plus en plus à la liberté. Il y a par ailleurs une autre façon de mettre à mal notre liberté de penser et de s'exprimer, qui est ce politiquement correct, qui est un étau de plus en plus oppressant et qui broie de plus en plus notre capacité à conceptualiser, à s'exprimer, à penser différemment. Et là encore, ça peut partir de bonnes intentions, l'antiracisme, la protection des minorités, etc. Ouais. Mais à quoi on aboutit? À effectivement une sorte de langage codifié. Et quand le langage est codifié, la pensée, elle est également, forcément. La liberté d'expression, aujourd'hui, c'est un combat? Pour moi, c'est un combat à titre personnel. Quand je dis c'est un combat, je veux dire, ça va pas de soi, il faut se battre. Ça va pas de soi. Donc c'est ce que j'allais dire, c'est pour moi, effectivement, à titre personnel, un combat, mais je pense que ça va devenir, effectivement, une bagarre de chaque instant, de pouvoir continuer. Parce que tu parles de liberté d'expression, et on emploie souvent ce concept-là, mais l'expression, c'est quoi? C'est la traduction de la pensée. Or, quand la liberté d'expression n'existe plus, c'est la liberté de penser qui n'existe plus. Je te vois ferrailler souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tu es assez actif. En même temps, tu es présent, c'est-à-dire que tu réponds, J'essaye. Alors, là encore, quand tu es une personnalité médiatique, c'est compliqué parce qu'à la fois tu as une responsabilité parce que parfois certains accordent un peu d'importance à ce que tu dis du fait de ta notoriété. Donc, tu es un peu responsable par rapport à ça, tes paroles ont parfois un peu plus de poids ou de résonance. À l'inverse, tu es aussi jugé à l'aune de ton image, c'est-à-dire que tu n'es plus le citoyen ou l'homme qui pense tout simplement, mais tu es un personnage, donc on te renvoie effectivement cette image et tes propos sont souvent déformés à cause de ça. Donc c'est compliqué, ces réseaux sociaux, bien évidemment, mais je pense que c'est un endroit où il faut être présent. On est sur BTLV, une chaîne consacrée au bien-être, mais aussi à l'inexpliqué, au paranormal ou au supranormal. Ça m'amène à aborder le thème de la croyance, de la religion et de la connaissance. Alors pareil, je vais te demander, à quoi tu crois? Je crois... Est-ce que tu crois par exemple à un au-delà, à un arrière-monde, comme pouvait penser Platon, ou est-ce que tu es un homme de l'immanence, de l'ici-bas? Non, je suis plutôt effectivement platonicien dans ce sens-là. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en un Dieu, mais je crois assez facilement en une permanence, une persistance des âmes. Alors, quelle forme donner à ça, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures. Ce qu'on appelle la métempsychose en philosophie, par exactement. Je pense qu'on a, et j'espère quelque part qu'on a une résonance au-delà de notre existence physique et matérielle, et je pense qu'il y a quelque chose, une sorte de puissance, d'énergie qui nous domine, ou en tout cas qui est transcendante. Voilà, mais je suis assez religieux, voire parfois anti-religieux. Alors justement, j'allais te parler de la religion. Est-ce que tu penses, comme Spinoza, que la volonté de Dieu, c'est l'asile de l'ignorance? Ou est-ce que c'est un peu violent? Non, tel que le disait Spinoza, c'est pas violent, effectivement. Il faut aussi remettre ça dans le contexte, évidemment, de ce philosophe du bonheur, avant tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, la phrase de Spinoza prend quand même, là encore, une résonance très juste. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les religions peuvent être le véhicule de certains obscurantismes, d'un véritable obscurantisme, d'un véritable obscurantisme. Et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, à la fois par le discours très réglé, très normé qu'elles imposent, et à la fois par les répercussions de ce discours ou des actes qui sont commis au nom de ce discours, des deux côtés, on est en train de réduire, de contraindre notre liberté de réfléchir, de douter. La religion, c'est quand même l'inverse du doute. Ouais. Donc,
Donc bien évidemment, j'ai assez tendance à souscrire à cette phrase de Spinoza. Je voulais revenir sur ta double formation, parce que tu as dit tout à l'heure que tu avais été éduqué chez les jésuites. Oui. Qu'est-ce que ça t'a appris ? À ne pas croire en Dieu. et à douter, justement, avec des gens que je respecte profondément. Ouais. Alors, c'était malheureusement il y a presque 40 ans que j'en suis sorti, mais à l'époque, en tout cas, c'est des gens qui m'ont justement appris à réfléchir, à raisonner, et pas à prendre pour argent comptant ce qu'on me disait ou ce qu'on voulait me faire croire. Et double formation, donc philosophie aussi. Oui. Tu as fait les études de philo. De philo et de lettres, tout à fait. De philo et de lettres. Et là, pareil, quel est l'apport de la philo? Est-ce que ça se tamponnait un peu les deux, l'éducation jésuitique et philosophique? Non, je trouve que ça s'est plus complété que tamponné. La philosophie m'a à la fois passionné intellectuellement, et puis c'est l'apprentissage, c'est une façon d'apprendre à vivre. Enfin, de la philo, c'est pas à toi que je vais dire ça, je vais apprendre ça. C'est apprendre à cheminer avec des compagnons qui ont déjà pensé ces choses que tu as à vivre, à rencontrer, ces obstacles que tu vas avoir à contourner ou à affronter, et qui sont des guides formidables. Donc, alors avec certains dont tu peux te faire vraiment des vrais compagnons de voyage, et puis d'autres qui te renvoient une image du monde et de la vie que tu ne comprends pas forcément, ou à laquelle tu n'adhères pas du tout. Mais je pense que ce que je suis, c'est beaucoup construit de ces années de lecture, de réflexion, de débat aussi, d'émulsion intellectuelle. Et que... est-ce qu'au quotidien, c'est un bagage qui te sert, qui est utile, sur lequel je crois vraiment. C'est pas au sens où... j'y fais peu référence, et je suis pas toujours en train d'aller relire un tel philosophe pour aller trouver une source ou me confronter à un raisonnement. Mais je pense que ça m'accompagne, oui, dans ma façon d'aborder les choses de la vie. Et puis il y a quelques philosophes que j'aime particulièrement relire régulièrement. On peut dire lesquels? Oui, on peut dire lesquels. C'est plus... C'est souvent des philosophes assez anciens. J'adore relire régulièrement Sophocle, et puis j'ai un petit peu... j'ai une vraie tendresse pour Platon, dans lequel je me ressource de temps en temps. J'ai aussi un compagnon régulier qui est Nietzsche. Bien évidemment. Il y a pire comme compagnonnage. Voilà, dans lesquels je me replonge assez souvent. Et puis, aussi austère cela puisse paraître, j'ai chez Descartes, j'ai avec Descartes une relation ancienne, oui, voilà. Bon, après, il y a des gens plus récents. J'ai eu longtemps une passion pour Foucault. J'ai lu, relu et parfois appris par cœur Barthes, évidemment. Bon, alors on est philosophe, on est plus dans la sociologie que dans la philosophie, mais enfin il y a des moments où ces disciplines se rejoignent un peu. Voilà, on est dans la pensée. Voilà, c'est des gens qui sont à mes côtés, qui sont de temps en temps, j'ai besoin d'aller les retrouver. On parlait du doute et de la certitude. Ça me fait penser à Socrate, le fameux « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Oui. Est-ce qu'il y a une chose dont tu es sûr? Une chose dont je suis sûr, c'est terrible, hein, mais oui, il y a une chose dont je suis sûr, mais c'est peut-être des choses un peu quotidiennes, mais c'est que la plus belle chose qu'on puisse donner aux autres, c'est de l'amour. C'est qu'un enfant, quand tu as un enfant, par exemple, lui dire je t'aime tous les jours, mais en le pensant, bien sûr, pas juste comme un mantra, c'est une chose absolument fondamentale. Et c'est que je pense qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux hommes. Et alors je sais que
Tu vas sans doute me parler de Hobbes et me demander on en parlera, oui. Si l'homme est un loup pour l'homme. Finalement, à une forme d'optimiste, c'est-à-dire être résolument optimiste. Je crois au progrès de l'humanité. Ouais. Oui. Voilà. La notion de progrès, aujourd'hui, elle est un peu mise à mal quand même. Oui, mais je persiste à y croire, même si effectivement on est dans une phase où on peut s'interroger plus sur les destructions, sur le caractère destructeur de l'homme par rapport à cette planète, par rapport même à lui-même et à ce qui l'entoure. Mais je pense qu'on est je pense qu'il y a des cycles, je pense qu'il y a des phases. Je pense qu'il ne faut pas regarder forcément le moment M hors contexte. Il faut regarder, encore une fois, des millénaires d'évolution et de vie. Et je pense que, oui, je pense que l'homme, si on lui fait confiance, sait trouver les solutions et je pense qu'il va vers le mieux. Oui. Tu as évoqué le thème de l'amour il y a un instant. Ça m'amène à parler de bonheur. Quelle est ta conception du bonheur, ta définition du bonheur? Et je vais la compléter en citant Épicure. Est-ce que tu penses, comme Épicure, que le plaisir est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin du bonheur? Alors, Épicure, tu le sais mieux que moi encore, il disait ça pour finalement aboutir à une sorte d'éthique de privation, parce que justement, le problème, c'est que à force de rechercher le plaisir, tu es toujours en manque, et donc la meilleure façon de ne pas être en manque, c'est de se priver d'avoir une vie très ascétique. Donc, c'est pas forcément ma conception du bonheur. Et en même temps, ma conception du bonheur n'est pas non plus de vivre au milieu d'une pléthore de richesses et de possessions. Non, j'ai une vision du bonheur qui est plus... où deux mots, deux valeurs se conjuguent, qui sont l'amour et la sérénité. Je pense que moi, je ne conçois pas le bonheur sans amour. Voilà. Donc, pour moi, le bonheur, il se fait absolument dans un échange, dans un partage, parce que j'ai tendance à croire que aimer, c'est formidable, mais être aimé, c'est quand même pas mal aussi. Et que donc, l'amour, quand il est réciproque, ça peut amener à cet état qu'on appelle le bonheur. Et la sérénité au sens où je pense que cet état que j'appelle la sérénité, c'est celui où tu as le sentiment justement d'avoir atteint un peu un but, et donc tu n'es plus dans le désir. Ouais. Voilà. Et alors tu reviens sur le plaisir. Oui, bien sûr, le plaisir c'est important, c'est même essentiel. Mais pour moi, tant que tu es dans le plaisir, tu n'es pas forcément dans le bonheur. D'accord. Ouais. Et je vais conclure peut-être en disant que j'ai donc pas le sentiment d'avoir encore atteint le bonheur, parce que moi, je suis un homme de désir. Je ne vis que de désir, de projet. Encore trop tributaire de ton désir? Oui, je pense. Je n'ai pas effectivement atteint cette sorte de nirvana, qu'il soit épicurien ou qu'il soit... ça revient à dire que le désir est toujours une forme de tourmente, ça tourmente toujours un peu? Je pense. Le désir, c'est à la fois un moteur et c'est à la fois un tourment. Ouais. Alors moi, je ne vis que de ça. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin d'un projet, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose à atteindre. Et en même temps, c'est pas propice à la sérénité et au fait de se sentir bien, tranquille. Tu as évoqué les enfants, l'enfance. Ça m'amène à te poser une question sur l'éducation, qui était une des pierres angulaires du bonheur chez les Grecs. Qu'est-ce que tu souhaites ou qu'est-ce que tu penses transmettre? Alors, ce que j'essaye de transmettre, c'est 2-3 choses. Je parlais tout à l'heure des valeurs de tolérance, de bienveillance. J'essaie effectivement d'élever mes enfants et de les éduquer dans ces notions-là. Une deuxième chose, c'est la curiosité. Et parallèlement à ça, ou en complément de ça, les conduire vers la passion. Je leur ai toujours dit, par exemple, je me suis toujours foutu que mes enfants fassent des grandes études ou
ça n'a jamais été en tout cas une fin en soi. Je leur ai toujours dit, soyez ce que vous devenez, ce que vous voulez, mais ayez envie de ce que vous allez devenir. Soyez passionnés. Et je leur ai toujours dit très sincèrement que, et j'espère que personne ne verra de choses dévalorisantes dans cette comparaison, parce que c'est tout le contraire. Je préférerais voir l'un de vous menuisier, que l'un de vous devienne un menuisier passionné et heureux de travailler le bois tous les jours, qu'un avocat ou un ingénieur gagnant 15 000 euros par mois et subissant un peu sa vie. Voilà. Donc non pas que tous les avocats ou les ingénieurs subissent leur vie et que tous les menuisiers soient merveilleux, hein, mais voilà. Donc je leur ai toujours dit, ayez des passions, ayez des envies, ayez des désirs pour le coup, et faites votre chemin, choisissez, voilà, vibrez. Voilà. J'espère que j'ai le sentiment que pour l'instant, c'est pas forcément toujours le cas, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais j'espère qu'ils trouveront leur voie dans cette direction-là. Si on doit résumer la démarche philosophique, c'est tenter d'être libre et heureux, et les stoïciens, pour tenter d'être libre et heureux, faisaient le partage entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Qu'est-ce que tu penses qui dépend de toi ? Tu sais, c'est le fameux Inch'Allah aussi des musulmans. Moi, je vis avec une femme musulmane. Cette religion que je connaissais mal, évidemment, je m'y suis ouvert. Et je t'ai dit ce que je pensais de la religion, mais il y a la religion, puis il y a la philosophie de vie. Je pense que à la fois tout dépend de nous et pas grand-chose en même temps, mais ne rien faire est la meilleure façon, évidemment, de n'avoir aucune responsabilité. C'est une forme de fatalisme, comme d'amor fati, comme dit Nietzsche, c'est-à-dire l'amour du destin, ça arrive et puis on... Alors justement non, je pense que arrive sans doute ce qui doit arriver, mais si tu n'as pas fait toi ta part du chemin et apporté ta pierre, tu es gravement responsable et tu n'as pas fait ton boulot d'homme. Ouais. Voilà. Donc je pense que, je crois, je te l'ai dit tout à l'heure, dans des puissances autres ou supérieures. Je pense qu'on ne maîtrise qu'une infime partie de cet univers et on sait bien déjà on n'utilise qu'une partie assez modeste de notre cerveau. Certains encore moins que d'autres. Et quand on regarde les médias aujourd'hui. Mais en tout état de cause, je pense qu'il faut agir. Voilà. Je pense qu'à chacun a sa responsabilité d'homme, de citoyen, d'agir autant qu'il le peut. Donc, je pense que c'est pour ça que je te disais, tout dépend aussi de nous. Et il ne faut surtout pas rester à attendre que la fatalité ou le destin fasse son œuvre. On a quand même donc une grosse marge de manœuvre. On peut échapper au déterminisme et vivre sa vie et tracer sa trajectoire. On peut complètement, bien évidemment. Il y a des chances à saisir, il y a des chances à provoquer, il y a des montagnes à gravir, etc. Et je pense que, je ne sais pas si on peut échapper au déterminisme, mais se dire qu'on ne peut pas y échapper, ça serait la pire des erreurs. Alors on est dans l'interview socratique, on va revenir encore à Socrate. Philosopher, c'est apprendre à mourir. La question du temps, de la finitude. Est-ce que tu es travaillé par cette question du temps et de la finitude ? C'est une angoisse terrible. C'est une angoisse terrible depuis longtemps en plus. Et je ne peux pas te dire vraiment que ça se calme, ni avec... la sagesse qui est censée apporter l'âge, l'expérience et le savoir. C'est une angoisse à deux niveaux. C'est une angoisse parce que j'ai ce sentiment en permanence de ne pas avoir assez de temps pour faire ce que j'ai envie de faire et ce que je voudrais faire. Et le sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence en permanence. Et en même temps, je suis un contemplatif, mais qui est toujours hyperactif. Donc je suis dans cette schizophrénie totale. Il n'y a rien que j'aime tant que d'être dans un livre au bord de la mer et d'osciller entre la page et
et l'horizon. Et en même temps, je peux pas, ce que je le disais tout à l'heure, je ne peux pas empêcher d'avoir toujours des projets et des choses à mettre en route. Et puis il y a tellement de livres à lire, il y a tellement de musique à écouter, il y a tellement d'endroits à visiter et de gens à connaître. Ça, donc voilà, cette urgence, c'est effectivement c'est quelque chose qui est parfois un peu douloureux à vivre. Et puis le sentiment de finitude aussi, c'est cette intransigeance de la fin. C'est quelque chose que j'ai pas encore réussi vraiment à assumer, malgré la psychanalyse, malgré toutes les lectures, malgré toute la philosophie du monde. Tu parlais de lecture. Il y a une question qu'on n'a pas évoquée et qui pourtant est importante pour toi, c'est l'art. Oui. Par exemple, tu produis des pièces de théâtre en ce moment, ce que peu de gens savent. Quelle place ça a l'art contemporain, la peinture, je ne sais pas, les arts plastiques, la musique baroque, la photo aussi. La photo. Ça a beaucoup de place dans ma vie. J'essaie, là encore, j'essaie de me nourrir en permanence de choses et puis d'apporter un petit peu, là encore, dans ce souci toujours d'être en action, d'apporter un petit peu. Alors oui, le théâtre, parce que je trouve que c'est un art merveilleux, parce que c'est ce moment qui n'existe que dans le moment et puis ensuite dans la mémoire, dans ce qu'il a créé dans les mémoires. Ce travail des comédiens qui est merveilleux. Puis, j'aime le théâtre, là encore, de façon très éclectique. J'aime un théâtre parfois un peu élitiste, mais j'aime aussi le théâtre très populaire, le divertissement. La comédie de boulevard la belle comédie. Ce qui m'intéresse, c'est la belle comédie. C'est la comédie qui fait résonner un peu des choses en nous. C'est-à-dire le boulevard pour le boulevard. Je suis bon public, mais c'est pas ce que j'ai envie de produire. Ce que j'ai envie de produire, c'est plus des pièces qui vont nous renvoyer, qui vont permettre derrière aux gens, à la fois d'avoir passé un bon moment sur l'instant, et ensuite d'en discuter, d'en débattre, parce que le propos va créer un débat, va créer une question, et là encore, ne proposera pas une solution toute faite. Et par ailleurs, par exemple, j'intéresse beaucoup à la photo, donc je produis des expositions aussi de photographes. J'essaie de leur donner un petit peu de visibilité à des artistes plus ou moins connus. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime l'art. Tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? C'est une façon de donner un retour Il y a plusieurs motivations. J'ai la chance d'avoir les moyens un peu de le faire, sans pouvoir m'offrir des danseuses, mais d'avoir un petit peu les moyens d'initier des choses, en tout cas, et de les mettre en œuvre. Donc, c'est toujours ce qu'on disait à l'instant, c'est ne pas le faire, serait coupable. J'ai des emballements, des enthousiasmes que j'ai envie de faire partager. Et voilà, quand j'aime un artiste, j'ai envie de l'aider et de le faire connaître. Parfois il est connu déjà, mais en tout cas de lui donner d'autres possibilités de se montrer. Et puis effectivement, j'ai aussi peut-être ce côté un peu plaisir de la transmission que je retrouve aussi. J'ai fait un peu de j'ai aimé donner des cours aussi à une époque, il n'y a pas si longtemps. J'ai donné pendant 4-5 ans des cours à des jeunes étudiants en journalisme ou en télévision. Et voilà, cette transmission-là aussi, je pense que c'est quelque chose de très important quand tu as un petit bagage, de ne pas le garder pour toi et de le faire un petit peu partager. J'en viens à ma question du temps et de la peur. Philosopher, c'est un peu tenter de s'affranchir des peurs qui nous empêchent de vivre. Quelles sont les tiennes? Qu'est-ce qui te fait encore peur? La mort, toujours. La mort me fait peur. Et j'ai le sentiment d'être... j'ai souvent peur de ne pas être à la hauteur. Et quand je dis pas être à la hauteur, c'est j'ai envie de te demander à la hauteur de quoi? Voilà, à la hauteur de ma mission d'homme, si tu veux, de père, d'amant, d'homme qui aime. Donc,
j'ai souvent peur de ne pas faire assez bien. C'est une mission compliquée. C'est une mission compliquée. Le métier d'homme, comme disait oui, bien sûr. Bien sûr, il faut savoir aussi être indulgent avec soi-même. Donc j'essaie d'apprendre ça aussi, à être un peu indulgent avec moi, parce que on m'a souvent dit, les gens que j'aime et qui m'aiment, j'espère, m'ont souvent dit que j'étais très exigeant avec plus j'aimais, plus j'étais exigeant. Mais je me suis évidemment toujours infligé cette exigence à moi-même. Et je pense qu'en prenant un peu d'âge, j'apprends peut-être un petit peu plus à être indulgent, mais pas encore assez. On va passer à la séquence suivante, les 3 vertus philosophiques. Alors la philosophie a 3 vertus ou 3 moteurs. Le doute, dont on a déjà un peu parlé, mais on va reparler. Le doute, l'étonnement et la critique. On va commencer par l'étonnement. Qu'est-ce qui t'étonne ? Dans le bon sens du terme, parce que c'est celui-là qui m'intéresse, l'étonnement. C'est souvent le potentiel de création de l'être humain et cette capacité à inventer, voilà, je trouve ça quand même fabuleux. Je trouve qu'on est quand même un animal extrêmement doué et qu'il ne faut pas l'oublier et que c'est vrai. Tu me disais tout à l'heure, le progrès, il est quand même aujourd'hui très battu en brèche, très mis à mal, cette notion de progrès. Mais je pense qu'il ne faut pas remettre en cause, sous prétexte qu'on fait des erreurs, sous prétexte qu'on a peut-être effectivement causé des dommages, parfois peut-être irréparables. Mais il faut pas en perdre pour autant cette conviction que l'homme est un animal extrêmement talentueux et doué, et qu'on a un pouvoir de création et d'émerveillement. Voilà, il faut garder ça. Et je suis encore presque chaque jour étonné par notre capacité à créer, à inventer dans tous les domaines. Donc tu es plutôt confiant ? Oui, je suis plutôt confiant. Le doute, on en a parlé, mais on va y revenir. Qu'est-ce qui te fait douter ? De plus en plus de choses. Et j'ai en plus ce tempérament un petit peu rebelle qui fait que plus on veut m'imposer des convictions et un prêt-à-penser, plus moi je suis amené à douter et à rejeter ça. Donc je pense que c'est vraiment une école de pensée, le doute. Encore une fois, il ne faut pas le concevoir comme une mise en cause un peu perverse ou paranoïaque des choses. Mais par exemple, le débat actuel sur les fake news et la volonté de Macron de légiférer là-dessus me semble totalement dangereuse. C'est-à-dire que la fake news, il faut qu'elle existe, parce qu'il faut que notre esprit, il faut faire confiance. Il faut exercer l'esprit. Moi, j'aurais adoré faire une émission où j'aurais mélangé des vraies infos et des fausses, avec un but à la fois divertissant et pédagogique, où les auditeurs ou les téléspectateurs arriver à décrypter justement l'image ou l'info. Faire marcher nos méninges et nos neurones et vivre les fake news, vivre les fausses nouvelles et les fausses infos, et qu'on apprenne, encore une fois, à douter, à mettre en cause, à aller chercher la vérité, pour autant qu'elle existe d'ailleurs. Donc ça, par exemple, ça me semble extrêmement dangereux. Que l'État prenne en charge la gestion du problème des fake news, ça te paraît être dangereux. Oui, ça me paraît extrêmement dangereux, quand on sait qu'en plus, quand même, un des plus gros fabricants de fake news, ce sont quand même les gouvernements. Donc voilà, ça c'est dit. La critique. Quel usage t'en fais et qu'est-ce que tu aimerais critiquer ? Alors, la critique, déjà, moi, je l'ai beaucoup subi. Je l'ai beaucoup, en tout cas, pratiqué à mon encontre. Donc, j'ai appris à non seulement vivre avec, mais en plus à aller chercher, même dans les critiques parfois les plus cruelles ou les plus négatives.
la critique, elle est formidable quand elle est quand elle aide à progresser. Mais parfois, elle est là juste pour détruire. Mais même là, il faut savoir aller chercher. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans une critique, je pense. Après, je t'ai parlé beaucoup de bienveillance et de tolérance, donc il faut arriver à faire coexister ça avec un sens critique et conserver quand même son sens critique, effectivement. Et moi, c'est vrai que je me surprends parfois à être très critique. Et j'ai donc un dilemme parfois entre ma bienveillance naturelle et la révolte que j'ai devant certaines choses que je pense ni faites ni à faire. Et donc c'est un peu dans ce mélange de volonté de ne pas accepter le n'importe quoi et en même temps d'essayer d'être quand même tolérant et bienveillant que j'essaie de trouver ma voie. Mais ce que je crois aujourd'hui, c'est que le mot, la critique a été là aussi de plus en plus pervertie. Aujourd'hui, la critique, elle disparaît de plus en plus au profit du buzz et de la polémique. Ouais. Pardon, je cherchais le mot. Voilà. Et on confond critique et polémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est sujet à polémique et du coup, on en perd le véritable esprit critique. J'imagine que la critique, tu y es confronté, c'est peut-être plus anecdotique, mais comme producteur de théâtre aussi, est-ce que c'est difficile à vivre parfois Non. Vraiment, c'est ce que je te disais, c'est tu peux pas espérer faire sans, comme disait l'autre, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et espérer plaire à tout le monde, ça serait tomber dans une sorte de discours ou de création tellement consensuelle qu'elle en deviendrait fade et sans saveur. Donc, forcément, quand tu participes d'une création, il faut t'attendre à ce que ça plaise pas et à ce que ce soit critiqué. Moi, je pense qu'il y a toujours à aller chercher quelque chose de positif dans une critique. Il faut savoir un peu séparer le bon grain de l'ivraie, il faut arriver à enlever l'acide et voilà. Mais il faut pas refuser la critique. Après, la personne qui n'est que dans la critique, je pense que c'est pas intéressant. C'est-à-dire que les meilleurs critiques sont souvent ceux qui font quand même. On va passer à la dernière séquence de notre profilage. Alors, je cite donc je te donne des citations philosophiques et tu réagis brièvement ou moins brièvement. Est-ce que tu penses, comme Nietzsche, que ce qui ne te tue pas te rend plus fort ? Oui, très certainement. Oui. C'est un principe que j'ai souvent eu, que j'ai longtemps eu, une phrase que j'ai longtemps eue dans mon bureau d'ailleurs. Et je pense qu'effectivement, tout ce qui ne te tue pas te renforce et que là encore, on parlait de la critique ou d'autres formes d'atteinte, mais tant que tu continues à vivre et à être en état d'avancer, toutes ces choses-là te renforcent. Est-ce que tu penses comme Camus qu'il faut imaginer Sisyphe heureux ? J'ai du mal. J'ai du mal parce que l'éternel recommencement, le problème de Sisyphe, c'est qu'il reste au point mort. Donc j'ai du mal à imaginer Sisyphe heureux. Pour moi, le bonheur ne peut aller quand même que dans le progrès et dans l'évolution. Est-ce que tu penses, comme Spinoza, que le désir est l'essence même de l'homme ? Oui. Je pense que le désir est l'essence de l'homme. Je pense que c'est pas forcément dans le désir que l'homme est heureux, mais oui, je pense que ça fait partie vraiment des piliers de ce qui fonde l'humanité. Est-ce que tu penses, comme Sartre, que l'enfer, c'est les autres ? Non. Non, j'ai plutôt effectivement une vision, là encore, positive et optimiste des autres et de l'humanité. Après, au quotidien, souvent. Est-ce que tu penses, comme Wittgenstein, on a déjà un peu évoqué cette question, que ce dont on ne peut parler, il faut le taire ? Je pense pas, mais c'est forcément la tendance. Et je pense que du coup, dans ce silence-là, sont allés chercher des leçons et des solutions et des enseignements. Mais plus ça va, plus je crois
il faut essayer de mettre les mots, de mettre des mots sur les choses, y compris les choses qu'on n'arrive pas à dire. On n'arrive pas à dire. Et je pense quand même que c'est dans l'expression que réside le plus souvent la solution. Ouais. Dernière citation. Est-ce que tu penses, avec Héraclite, que tout s'écoule et qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve? Alors, entre Héraclite et Parménide, quel camp je choisis, je suis plutôt, oui, du côté d'Héraclite. Je pense que les choses sont en mouvement et que chaque instant nourrit le suivant de ce qu'il a été. Donc, effectivement, ce que veut dire Héraclite, en l'occurrence, c'est que chaque seconde, même si on revit une chose identique, est différente parce qu'on a déjà engrangé la seconde d'avant et cette expérience-là. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que l'homme que je suis aujourd'hui, s'il doit vivre une situation assez proche, ce qui nous arrive régulièrement dans tous les domaines, d'une situation que j'ai vécue à 30 ans ou à 20, je ne vais pas la vivre de la même façon, bien évidemment, et heureusement. Dernière question philosophique. Est-ce qu'il y a une chose qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû dire et qu'on n'a pas dite? Oh, il y en a plein. Il y en a plein, mais je pense qu'on aurait peut-être pu se demander un peu plus longtemps comment apprendre à être heureux. Ouais. Mais on y reviendra. On y reviendra, ouais, j'espère. Merci en tout cas, Pascal, d'avoir répondu à mes questions philosophiques. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle émission de Profilage.